Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Dragon Mag. C'est la trêve internationale, mais de nombreuses joueuses sont sur le pont après la très belle victoire de la semaine dernière à Nantes, 25-34. L'occasion de faire un premier bilan avec notre invité du jour, Zaliata Mlamali, l'ailière gauche de Metz Handball. Salut Zali. Salut. Comment tu vas en cette période forcément un petit peu bizarre pour toi, puisque vous n'êtes pas beaucoup à l'entraînement? Je vais bien, ça va, ça se passe bien. Vous êtes combien entre cette période internationale d'entraînement 3-4 comment ça se passe? On est 3. 3. Un peu compliqué quand même pour faire des entraînements aboutis. Ouais, on fait du SP, du coup on travaille notre technique. Surtout le physique avec Nicolas Jarza peut-être? Oui, aussi. En face de toi, nos deux chroniqueurs du jour, Rémi Alésine et Mathieu Anquinet. Salut les gars. Salut. Bonjour tout le monde. Rémi, polo, un petit peu en chaleur en cet été indien? Il fait chaud, un beau mois d'octobre, donc un beau polo. Et bien on commence immédiatement cette émission. On va balayer l'actualité, c'est la première mi-temps. Alors pour commencer cette émission, on va revenir Zali sur cette très belle victoire donc à Nantes 25-34. Un score fleuve, 9 buts d'écart, mais tout n'a pas été si simple que ça, puisque vous avez fait essentiellement la différence lors des 20 dernières minutes. Oui, en première mi-temps, on a eu du mal à démarrer. Du coup, on était au coude à coude avec Nantes. Et après, on s'est remobilisé en deuxième et on s'est concentré. On a poussé tous nos buts, nos défenses, on a eu des arrêts et puis ça s'est bien passé. À la mi-temps, qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Mayonade pour faire la différence? Qu'on devait rester concentré, qu'on ne devait pas lâcher notre dynamique et que ça allait le faire. Il fallait juste qu'on soit concentré, qu'on marque des buts et qu'on défende bien. C'est vrai qu'après la victoire, en tout cas lors de la première journée contre Paris 92, c'était peut-être le vrai choc, le vrai premier choc en championnat, et vous avez passé le test allègrement. Oui, c'est bien passé, c'est le match qu'on attendait entre parenthèses le plus, car c'était chez elle et que chez elle c'est compliqué, sachant qu'on sait qu'elles avaient la rage de nous gagner, que c'était compliqué d'aller chez elle. Mathieu, encore une fois, j'ai presque envie de dire, et je vais le dire, l'équipe a beaucoup marqué, grâce notamment à Sarah, 9 buts, Chloé, 7 buts, Christina, 6. Ça fait finalement 22 buts pour ces 3 joueurs sur les 35 inscrits par Metz Handball. Est-ce que finalement, le potentiel offensif de Metz Handball ne repose pas trop sur ce trio magique ? Alors pas trop, non, pas forcément, parce que combien de fois on a vu des équipes performer, même jusqu'au niveau européen, avec une joueuse superstar qui marque énormément de buts. Combien de fois il y a eu par exemple le Brest d'Anna Gross, où Anna Gross marquait 10-12 buts par match et elle était inarrêtable et ça reposait sur une seule joueuse, et quand cette joueuse-là était en méforme, c'était très compliqué d'aller chercher des résultats. Donc finalement la Metz Handball s'appuie sur pas mal de joueuses. On peut pas non plus écarter Louise Burgard qui est à 33 buts cette saison. Voilà, c'est des joueuses qui se complètent. Chloé Valentini, je pense qu'on va rapidement arrêter d'être surpris de ses performances parce que elle commence à nous y habituer assez fort. Déjà la saison dernière, elle faisait partie des meilleures joueuses européennes. Là actuellement, c'est tout simplement la meilleure buteuse de Champions League si on enlève les jets de 7 mètres, donc la meilleure buteuse sur le terrain. Donc, de Ligue But à Gaz Énergie aussi. De Ligue But à Gaz Énergie également, et elle a un jeu qui permet ça, et Metz Handball s'est progressivement aussi adapté au jeu qu'elle pouvait proposer, c'est-à-dire de l'audace en défense, des belles contre-attaque qui était permise. C'est une vraie flèche sur son côté, ça permet d'aller chercher des buts en contre-attaque, et surtout elle réalise des buts d'une précision imparable. C'est-à-dire que là, en Champions League par exemple, elle est à plus de 80% de réussite, ce qui est assez exceptionnel, et c'est plutôt ça qu'il faut remarquer, c'est son réalisme face au but, et c'est aussi le cas pour Sarah ou encore pour Christina Jorgensen qui elle met aussi les jets de 7 mètres et qui booste un petit peu ses stats, mais c'est une joueuse qui est très réaliste. Donc non, Metz Handball s'appuie quand même sur une variété de joueuses qui sont capables de prendre le relais. Si on va chercher plus loin dans les stats, on retrouve quand même des Anne-Mette Hansen, Jess Chambertin, Alina Grichels, Emma, Jacques ou Lucie Granier qui sont entre 25 et 30 buts marqués déjà cette saison, ce qui finalement par rapport au nombre de matchs joués est tout à fait honorable, et ce qui montre qu'il y a quand même de la ressource et que quand il y a de la difficulté, on parvient à aller chercher des joueuses sur tous les axes. Donc je ne m'inquiète pas sur le potentiel offensif de l'équipe. Je pense que si une joueuse est en méforme, Metz Handball ne sera pas pour autant dans le désarroi pour ce qui est de marquer des buts. C'est encourageant, si je peux rebondir sur cette... Vas-y Rémi.
ce que tu as appelé, je crois, une dépendance sur 3 joueuses, c'est que ce sont des joueuses qui étaient déjà à Metz Handball. Ce sont les taulières. Et le fait qu'aujourd'hui, Metz Handball ait perdu 2 matchs, qui apparaît un petit peu comme le bilan contrasté en Ligue des Champions, m'inquiète moins parce que tu te rends compte que les joueuses qui sont au rendez-vous, ce sont les joueuses qui étaient déjà là et elles tiennent la baraque. Et les joueuses qui le sont peut-être un peu moins, encore que elles sont en progrès, elles vont progresser. Les joueuses qui viennent de s'intégrer à Metz Handball, Grichels, Hansen, ce sont d'excellentes joueuses, elles doivent s'intégrer à ce collectif et elles vont monter en puissance. Les joueuses qui doivent déjà être au top, elles le sont déjà et elles tiennent la baraque contre des équipes comme Paris, comme Nantes, comme le FTC Budapest. Voilà, on n'est pas non plus face à l'équipe d'Italie pour voir l'équipe qu'on a vue le semblant d'équipe qu'on a vu face à l'équipe de France cette semaine. Donc c'est plutôt encourageant de voir que ces joueuses sont clairement au top, tirent l'équipe vers le haut et attendent finalement que les autres se mettent au niveau et que le collectif se mette au niveau. Moi je trouve qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport au fait que ce sont 3 joueuses. Effectivement, il y a plus d'inquiétude quand tu es Brest et que tu as un Agros qui te met 13-14 buts. Tu te dis le jour où elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a pas la question ne se pose pas, parce que le jour où tu enlèves une de ces 3 joueuses, finalement le relais il sera pris et automatiquement le collectif de Metz Handball prendra le relais. Donc moi cette stat je la trouve plutôt encourageante et me prouve que des joueuses qui sont montées en puissance, qui ont progressé, comme Chloé Valentini qui a progressé depuis qu'elle est arrivée à Metz Handball, elles restent au top quoi. Et c'est pas un fait d'armes d'être une fois au top, non, elles sont au top les matchs les uns après les autres quoi, tout le temps. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, là où moi je m'inquiéterais peut-être un peu plus, et encore s'inquiéter, c'est un grand mot, c'est peut-être du côté défensif justement, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais Metz Handball encaisse plus de buts que les saisons précédentes, ce qui prouve qu'il y a encore des ajustements à faire avec cette nouvelle équipe d'un point de vue défensif, et c'est peut-être là où on va manquer de variété de joueuses qui vont pouvoir s'adapter aux défenses adverses et qui vont permettre à Metz Handball de gagner des matchs aussi de l'autre côté du terrain. Forcément, après, quand tu gagnes de plus de 15 buts face à certaines équipes de Ligue Butagaz Énergie, il y a une forme de décompression quand même sur la fin des matchs. Zali, on parle effectivement de Chloé Valentini, la capitaine, Machine Valentini, qui est aujourd'hui meilleure buteuse de Ligue Butagaz Énergie avec Sarah Bultit. C'est ta partenaire à ton poste d'ailière gauche. Comment ça se passe avec elle? Est-ce qu'elle t'impressionne, toi, au quotidien? Ça se passe bien, on s'entend très bien. On s'entend sur tout. Est-ce qu'elle te donne des conseils, justement, parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que toi du plus haut niveau? Oui, quand par exemple j'ai des mauvais timings ou des shoots que j'aurais dû tirer autre part, elle me dit de prendre plus mon temps ou de partir un peu plus tôt ou de partir un peu plus tard et ça se fait automatiquement et c'est super. Sur justement ces tirs, est-ce que tu fais beaucoup de vidéos pour revoir certains de tes tirs? Ou est-ce que c'est pas forcément ton truc? Non, pas forcément. En tout cas, Zali, c'est vrai que cette victoire, elle était importante. Comme c'est écrit derrière moi, est-ce que tu estimes, avant de poser la question à Rémi, qu'aujourd'hui, Metz Handball a écarté Nantes du titre de champion de France? Je sais pas, mais on est sur une bonne lancée pour être au tableau. Nantes, elle peut faire des succès, donc on verra comment ça se passe à la fin. C'est vrai que Rémi, Nantes a perdu quand même 2 fois déjà à domicile contre Brest et Metz. Ah oui. Il faudra que les Neptunes se rendent à Brest et Metz. On peut estimer que Metz ne perdra pas plus de 2 matchs cette saison, donc ça, et peut-être 0 même, je l'espère. Ça semble donc compliqué pour les Neptunes de Tamara Horacek. Ça fait quelques semaines qu'on observe qu'il y a 2 équipes qui sont au top cette saison. Brest, Metz. Voilà. Comme par hasard, Nantes a perdu 2 matchs contre Brest et contre Metz. J'ai l'impression que ça fait longtemps quand même qu'on attend que Paris 92 ou Nantes se hisse sur la marche du dessus. L'année dernière, Brest a raté sa saison, sinon Brest aurait été au-dessus également de ces équipes-là. Voilà, je ne vais pas parler de déception parce que ce sont des équipes en construction, mais il est vrai que quand tu as Grand Vent ou Dono, que tu fais venir Tamara Horacek, peut-être que tu dois te montrer un petit peu plus tenace. Peut-être qu'il y a aussi une équipe à construire et que dans 6 mois, on se rendra compte que Nantes a fait tomber Brest et Metz à l'extérieur, et ce qui peut arriver également. Voilà, il ne faut pas non plus enterrer ce club-là. Pour autant, je trouve que ces équipes qui sont censées devenir un petit peu des rivaux et densifier ce championnat, elles densifient le championnat, mais elles ont encore du mal à se mettre au niveau de Brest et encore plus au niveau de Metz. Donc moi, je ne vais pas enterrer Nantes de la course au titre, hein. On ne sait jamais, il reste des matchs, il reste des calendriers surchargés pour les équipes, notamment qui jouent la Ligue des Champions. Donc voilà, attendons un petit peu. Mais il est vrai que ça peut apparaître frustrant pour elle de faire jeu égal avec Metz Handball pendant une mi-temps. Et puis à la fin, c'est typiquement le genre de match où
bah, celui qui gagne, c'est finalement celui qui a l'effectif le plus complet, c'est celui qui a le plus d'expérience et c'est le plus gros club en fait. Parce que Metz, on a fait tellement des matchs comme ça en Coupe d'Europe avant de devenir top 6, top 8 européen depuis 4-5 ans. Avant, c'était ça. Metz faisait jeu égal avec les cadres européens pendant 30-40 minutes et après, bah, tu perdais de 5-8 buts parce que tu n'avais pas l'expérience ou pas l'effectif. Bah, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé à Nantes la semaine dernière. Mister Stat, je crois que tu as une stat importante pour Louise Winter Burgard, qui a franchi un cap au niveau des buts lors de ce match en Loire-Atlantique. Oui, on sait maintenant que c'est sa dernière saison avec Metz Handball et donc elle va encore peut-être franchir 2-3 caps. Eh oui, Rémi. Et contre Nantes, eh bien, elle a franchi le palier. Elle a atteint le palier de 500e but avec Metz Handball, ce qui n'est pas rien pour une joueuse qui souvent au niveau du scoring s'est montrée relativement discrète. On sait qu'elle va marquer des buts quand il y a besoin de marquer des buts, mais c'est pas non plus là-dessus qu'elle va principalement miser. Donc 500 buts avec Metz Handball, c'est plutôt intéressant et elle va encore marquer, je pense, quelques paliers d'ici la fin de saison. Sachant qu'elle effectue sa 5e saison, 500 buts, ça veut dire qu'elle est à plus de 100 buts par saison, donc toutes compétitions confondues. C'est plutôt pas mal. On va regarder, si vous le voulez bien, les résultats de cette 7e journée de Ligue Butagaz Énergie qui s'est terminée le dimanche par le match nul lors du derby entre Dijon et Besançon. Défaite de Nice, de Clément Alcacer du côté de Mérignac. Mérignac qui a été repêché, vous le savez, qui se défend plus que bien dans ce championnat, contrairement à Stella Saint-Maur et Strasbourg-Arenheim qui ont plus de difficultés, clairement. Défaite pour ces deux équipes contre Paris 92 et Chambray. Au niveau du classement, on va le voir à nouveau, ce classement qui est un petit peu moins tronqué que les semaines précédentes. Metz Handball qui est toujours en tête, mais en deuxième position, on voit surgir Brest-Bretagne Handball avec 3 points de retard. Toujours ce fameux match en retard contre Mérignac. Et je vous le disais, en bas de classement, Mérignac, Stella Saint-Maur et Strasbourg-Arenheim avec 9 points. Mérignac qui a un peu de retard au niveau du calendrier, qui sera donc plutôt aux alentours de Saint-Amand et Toulon. On va faire un premier bilan, si vous le voulez bien, une nouvelle fois, de ce championnat après 7 journées, 7 matchs, 7 victoires, 5 victoires à plus de 30 buts pour Metz Handball, 2 victoires à plus de 40 buts et un écart moyen tout simplement de 14 buts sur les adversaires. C'est juste impressionnant. Zali, Metz Handball est un rouleau compresseur. Quand tu arrives avec tes partenaires sur le terrain, que tu croises le regard de tes adversaires, que tu parles peut-être avec des copines dans l'équipe en face, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une grosse crainte d'en prendre une grosse gifle à la fin contre Metz Handball ? Non, je pense pas. Enfin, je ressens plus qu'elles ont vraiment envie de gagner contre Metz, qu'elles se laissent pas déconcentrer ou se laisser, impressionner quand, par exemple, elles regardent notre réchauffement, elles se concentrent sur elles-mêmes et je pense que le résultat, il est qu'à la fin. Mathieu, on se dirige en tout cas, on le disait, enfin Rémi le disait, on se dirige clairement vers un mano à mano à nouveau entre les Rebelles et les Dragons pour le titre. Oui, après il faut se méfier. On a déjà vu des grosses équipes trébucher contre une équipe plus attendue sur le milieu, le bas de tableau. Ça peut se produire et comme l'a dit Zayata, les équipes viennent jouer contre Metz pour essayer de faire un résultat contre Metz. Elles viennent pas, sinon elles font pas de sport de haut niveau. Quand on fait du sport de haut niveau, on a envie d'aller chercher des résultats et toutes les équipes vont essayer de trouver des stratégies. Alors certaines avec plus d'armes que d'autres, mais elles vont toutes essayer à un moment ou à un autre d'avoir un résultat favorable. Et parfois, Metz Handball peut aussi avoir la tête un peu sous l'eau, une situation un peu défavorable, la fatigue d'un match de Ligue des Champions plus difficile qu'un autre le week-end d'avant et le rapport de force peut être un petit peu plus délicat à maîtriser, donc il faut se méfier de tout ça. Mais Mathieu, tu as senti, tu sais que je suis taquin vraiment en ce vendredi, quand on voit quand même l'écart face à Paris 92, l'écart face à Nantes, tu peux pas me dire qu'aujourd'hui, ça va pas quand même être vraiment un duel entre Metz et Brest-Bretagne Handball. C'est clairement entre les deux que ça va se jouer. Souviens-toi du match retour contre Paris 92 l'année dernière, elles avaient sorti les crocs, elles ont essayé de venir chercher un résultat aux arènes, et elles ont échoué, mais elles ont quand même livré un match très dur face aux Dragons qui, à un moment donné, avaient encaissé les coups et commençaient à avoir un petit peu de mal à performer. Donc on ne sait jamais vraiment comment va se jouer un match retour, même si c'est à domicile, même si c'est aux arènes, où
au complexe symphorien pour certains, forcément ça peut basculer à un moment ou à un autre. Il faut faire attention, rester concentré et surtout toujours respecter les adversaires qui se présentent. Et c'est aussi ça qui est depuis plusieurs saisons l'ADN de Metz Handball, c'est respecter chaque adversaire et de jouer de la même manière, de démarrer les matchs de la même manière contre la Stella Saint-Maur que contre Brest, que Paris 92 ou Arenheim ou les choses comme ça. Forcément il faut jouer les matchs à 100% parce que attention, les surprises peuvent se produire. Zali, est-ce que Manu justement Manu Mayonade insiste sur le fait qu'il faut respecter vraiment chaque adversaire en championnat et pas se dire qu'effectivement Metz Handball est au-dessus? Oui, pour lui, chaque adversaire c'est important. Faut pas les prendre pour ce qu'elles sont pas et que faut jouer à fond, être sérieuse chaque match. Même si c'est une équipe bas de tableau, au milieu de tableau, ben faut quand même aller chercher les buts, chercher les points et puis comme ça que ça se passe. Rémi, je sais que tu es attentif aux prestations de Brest et tu as remarqué que cette saison, Brest serait vraiment un sérieux rival pour Metz Handball, bien plus que la saison passée selon toi. La saison passée, on avait une belle équipe avec des belles handballeuses, mais dans la tête, ça n'allait pas. Voilà, c'est un collectif qui ne fonctionnait pas, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. On était face à un rival qui était malade. Cette année, c'est complètement différent. Moi, j'ai vu quelques matchs de Brest en Ligue des Champions, même si les résultats ne sont pas forcément positifs, mais j'ai vu une attitude, j'ai vu quelque chose, et j'ai vu ce que je n'ai pas vu, et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit avant. J'ai vu à Brest le couteau entre les dents. Parce qu'on parle beaucoup des adversaires de Metz Handball. On dit beaucoup, tu as dit que Metz Handball respectait l'adversaire, et c'est vrai. Metz Handball le fait très bien, et Metz Handball joue à fond n'importe quel match face à n'importe quelle équipe. Mais moi, j'ai l'impression que Metz Handball joue contre d'excellentes équipes de handball, mais l'histoire récente de ce club de Metz Handball, les échecs, ce sont que des équipes qui sont venues mettre des coups au Messines. Souvenez-vous du Brest qui a atomisé Metz Handball dans la saison d'après Covid. Aucun quartier. Les joueuses de Brest venaient pour mettre des coups et pour remporter les matchs. Regardez les matchs qu'ont fait les équipes qui ont battu Metz en Ligue des Champions. Alors c'est le niveau du dessus, effectivement. Mais il n'y a pas de cadeau, l'agressivité, elle est là. Moi, j'ai regardé les matchs contre Paris, contre Nantes. Je n'ai pas vu d'agressivité. Alors je dis pas qu'il faut aller mettre des coups et sortir la boîte à gifles, faire de la boxe. Mais à un moment donné, si tu es le petit que tu veux bouffer le gros, il faut un petit peu plus le montrer quand même. Parce que si tu joues juste au handball, tu vas perdre le match. Metz Handball a de la marge sur toutes les équipes sur Brest. Vraiment. Une marge technique, une marge tactique. Il y a énormément de marge. Et je ne comprends pas pourquoi les équipes qui viennent à Metz sont gentils à ce point. Pourquoi il n'y a pas... Voilà, moi, si j'étais coach d'une autre équipe, j'encouragerais mes joueuses à aller mordre les chevilles des joueuses de Metz Handball. Je ne veux pas leur donner la recette. Moi, je suis très content de voir Metz Handball en tête du championnat. Mais je trouve que, voilà, il y a peut-être trop de respect des autres équipes vis-à-vis de Metz Handball. Ce qui n'a pas du tout été le cas du Brest, qui a bouffé Metz Handball pendant une saison entière dans toutes les compétitions. Parce que, justement, cette équipe de Brest, elle a envie de tuer Metz Handball. C'est ce qu'elle a fait dans toutes les compétitions. Donc, voilà, je ne veux pas passer le message aux adversaires de Metz Handball. Mais quand on parle des équipes qui viennent jouer à fond et qui ont envie de se motiver contre le club qui gagne tout, moi, c'est pas forcément ce que je vois. Voilà. Quand je vois l'OGC Nice de Clément, qu'on aime beaucoup, qui vient à Metz, j'ai pas l'impression qu'ils viennent faire la guerre. J'ai l'impression qu'ils viennent serrer des mains et puis, on a perdu, finalement, c'est pas grave, c'était Metz. Voilà. Ça me surprend un petit peu, venant de Nantes et venant de Paris notamment. J'ai l'impression que certaines joueuses pourraient être un peu plus revanchardes. En tout cas, Mathieu, Brest a perdu, et je sais que tu en as beaucoup parlé, a perdu en agressivité. Quand on parle d'agressivité et de nation, on pense tout de suite au Monténégro, donc à Djurgina Jokovic, qui malheureusement s'est gravement blessé. C'est comme une tuile du côté du BBH. Rémi nous parlait de cette fameuse saison où Brest sortait le couteau entre les dents et a fait du mal à Metz Handball. Il y a une des joueuses lors de toutes ces rencontres-là qui est particulièrement sortie du lot dans le terme de l'agressivité. C'est pas la plus sympa. Et notamment, de toute façon, c'est aussi le handball monténégrin qui veut ça. C'est une identité aussi. Quand on le voit en équipe nationale, c'est la même chose. C'est Djurgina Jokovic et effectivement, elle s'était fait les croisés il y a quelques temps. Elle est revenue, tant bien que mal, et malheureusement pour elle, elle s'est à nouveau blessée. Elle va manquer toute la saison. Et peut-être même les Jeux Olympiques sur lesquels elle misait énormément. Et ça, c'est un déficit, beaucoup d'agressivité au niveau de Brest, mais aussi c'est une joueuse qui est très importante dans le dispositif depuis plusieurs saisons, donc ça va faire mal à cette équipe-là. Mais n'oublions pas que Brest-Bretagne Handball a des postes triplés assez largement, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes non plus. Mais dans l'identité de jeu, c'est sûr que ça va changer quelque chose. Restez bien en tout cas avec nous. On va évoquer dans quelques secondes la Ligue des Champions et le bilan après 4 journées.
De retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec notre invité du jour, Zaliata Mlamali. Chose promise, chose due, on va évoquer donc la Ligue des Champions et on va revoir tout de suite le classement donc après 4 journées pour s'apercevoir que ICAST est seul en tête, la formation donc danoise de retour en Ligue des Champions, en tête donc devant Krim Ljubljana et Esbjerg. En 4e position, on retrouve donc Metz Handball avec les triples championnes d'Europe en titre, Vipers, Kristiansand. 2 victoires donc pour 2 défaites. Zaliata, tout d'abord ton avis sur cette Ligue des Champions que tu découvres vraiment cette saison. Est-ce que c'est vraiment une compétition? C'est vrai que j'en parle souvent avec, j'en ai parlé avec Lucie Granier et Jas Chambertin qui découvraient cette compétition. Est-ce que c'est un rêve de petite fille, de joueuse à un moment donné de disputer cette grande compétition? Je sais pas, mais je sais que c'est incroyable de découvrir différentes sortes de handball, entre parenthèses, que ce soit norvégien, danois, l'ambiance, voir la mentalité des autres pays. Et, genre, ça motive à gagner, à montrer qui on est. C'est incroyable. Ton bilan après 4 journées, je le disais, 2 victoires, 2 défaites. Qu'est-ce que tu en penses? Forcément, ces 2 défaites ne sont pas déshonorantes, hein, on le répète, contre ICAST et Esbjerg. C'est 2 défaites très dures. On n'a pas envie de perdre des matchs Ligue des Champions parce que chaque défaite, ça peut nous coûter entre parenthèses. Et on va tout faire pour gagner nos matchs au sérieux et faire le moins de défaites possible. C'est vrai, Mathieu, quand on se souvient, l'année passée, Metz Handball avait terminé en tête de sa poule, une poule où il y avait Győr. Cette saison, ça paraît un tout petit peu plus compliqué. Je m'explique. Déjà 2 défaites, et encore une fois, je vais un petit peu extrapoler. Il reste quand même une double confrontation face à Krim, face à Vipers, et un match retour à ICAST. Écoute Arnaud, je vais te dire la même chose que chaque semaine. J'ai hâte. Vraiment, cette poule de Ligue des Champions, elle est superbe. Toutes les équipes sont capables de se tenir la dragée haute, de se mettre en difficulté, d'aller chercher des points parfois à l'extérieur dans des situations assez formidables. On voit des affrontements assez tendus et j'ai hâte maintenant de voir comment Metz Handball va réagir à ces situations-là, parce qu'il y a encore de très belles équipes à affronter et il y aura surtout, là où j'attends vraiment Metz Handball, c'est sur les matchs retour, contre ces équipes où ça a été très dur, où il y a eu des matchs perdus. On est sorti des habitudes de Metz Handball avec 2 défaites d'affilée. Voilà, comment Metz Handball va réagir au moment de se venger, entre guillemets, de ce qui s'est passé, d'aller chercher des points pour remonter au classement contre ces équipes-là. Ça va être très intéressant. Je suis aussi très intéressé de voir comment certaines équipes qui sont actuellement peut-être en sur-régime ou presque, vont réussir à tenir toute la saison. Est-ce qu'on va avoir la même chose qu'avec BT Game l'année dernière? Est-ce que les équipes vont tenir toute la saison de cette manière-là? C'est une compétition qui est vraiment sur le long cours et qui promet en tout cas d'être patiente, qui l'est déjà à mon sens, et dans laquelle Metz Handball, certes, va devoir batailler. Metz Handball va avoir du mal à aller chercher une des premières places. Je pense que Metz Handball a tout à fait sa place et peut tout à fait se qualifier pour la suite de la compétition, mais ça va être difficile et ça va être beau pour les passionnés de handball, c'est certain. Rémi, c'est vrai que Mathieu parle de ces matchs retour. Est-ce que tu estimes encore que Metz Handball a une grosse marge de progression justement dans cette Ligue des Champions? Metz Handball a une marge de progression dans ce collectif. L'effectif a été chamboulé et ce que j'ai noté sur les 2 défaites, c'est une grosse faillite défensive à chaque fois. Malgré l'arbitrage capricieux contre ICAST, malgré le fait de jouer Esbjerg à l'extérieur, ce qui est un match gargantuesque en matière de handball, je trouve que la faille, elle était là. Et c'est un secteur dans lequel tu peux progresser. C'est un secteur dans lequel, quand tu as un entraîneur pointilleux comme Manu Mayonade, tu progresses tous les jours. Et la marge de progression, elle est énorme dans ce secteur-là. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet outre mesure. Maintenant, il faut être honnête et admettre que comptablement, 2 défaites en 4 matchs de Ligue des Champions pour un club de Metz Handball avec son passé récent, avec ses objectifs, c'est pas assez. Enfin, c'est trop de défaites, pardonnez-moi. Donc il y a une petite remise en question aussi, et ne surtout pas faire comme si ces défaites n'existaient pas et comme si ces matchs n'avaient pas donné lieu à des revers. Maintenant, il reste beaucoup de matchs. Et des enseignements peuvent être retirés de ces premières journées de Ligue des Champions. Il y a des équipes comme Vipers ou Metz Handball qui ne sont pas dans leur standard comptablement.
Mais il y a des équipes comme ICAST, qui est un club mythique du handball, ou comme Crime, qui est aussi un club mythique, mais qui avait plus de mal cette dernière saison. Attention à ces équipes. Voilà, on est face à des concurrents que Metz Handball n'avait peut-être pas imaginé en abordant cette Ligue des Champions, qui seront parmi les meilleures équipes de ce groupe-là. Voilà, donc évidemment, je suis comme Mathieu, j'ai hâte de voir maintenant les matchs qui arrivent. Je ne suis pas catastrophé par ce que j'ai vu du côté de Metz Handball, je suis convaincu que cette équipe peut progresser, mais les autres équipes aussi. Voilà, il y a un énorme niveau cette année, et ne surtout pas, il ne faut pas sombrer non plus dans le catastrophisme, si Metz Handball ne fait pas le sans faute de l'année passée. Parce que l'année passée, on était tous enthousiastes, on avait battu Geur 2 fois, on avait fêté ça comme si on avait gagné la Ligue des Champions, et au final, immense déception parce que dans un match capital, l'équipe n'a pas su être au rendez-vous. Gagner une Ligue des Champions, déjà faire un Final Four, c'est un marathon. Donc le début du marathon, on n'est pas décroché, on est toujours dans le peloton. Il y a des équipes qui sont parties un petit peu devant, mais il y a le temps pour les rattraper. Voilà. Et on sait très bien, comme tu as dit, que c'est au printemps que les titres oui, se jouent. Je sais que tu aimes répéter cette phrase et tu as entièrement raison. Zali, ton meilleur souvenir pour le moment de cette Ligue des Champions, est-ce que c'est la victoire lors de la première journée à FTC chez le vice-champion d'Europe qui n'a pas forcément le niveau de l'an dernier? Oui, parce que on sait que c'était un premier match chez elle compliqué, que on se devait d'aller gagner là-bas après l'année d'avant, bien sûr, et que ça nous a lancé, que on était motivés à gagner tous nos matchs et on travaille pour continuer à gagner des matchs. Alors comme l'a dit Rémi, je suis certain, connaissant Manu Mayonade et même les joueuses, que vous ne faites absolument pas abstraction de ces deux défaites contre ICAST et Eisberg. Dans quel domaine, selon toi, il faut vraiment rapidement, entre guillemets, progresser? Est-ce que c'est sur le plan défensif, comme le disait Rémi? Je sais pas. Bonne question. Oui. On verra bien en tout cas lors des prochains matchs. On a en tout cas encore plein de choses à évoquer avec vous et notamment l'heure du débat, c'est la deuxième mi-temps. Une semaine après, on est toujours sur le coup de la déception, même si on est forcément heureux pour elle. Louise Winter-Burgard a donc annoncé partir en fin de saison pour le club d'Odense, où elle va être sous les ordres d'un entraîneur qui est quand même triple champion d'Europe, puisqu'il a quitté Vipers Kristiansand cet été. En tout cas, son départ a fait l'effet d'une bombe. La question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les annonces de départ qui interviennent aussitôt dans la saison, je sais que ça agace à un point pas possible Rémi Alésine, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, comme dans certains autres sports, avoir une vraie fenêtre, une vraie période, avec justement une période où on annonce, où il y ait tous ces mouvements, parce que c'est vrai que là, on est fin septembre, début octobre, quand Louise l'annonce, ça fait un petit peu bizarre. Rémi? Ben, vous savez que tous les ans sur ce plateau, j'ai râlé pour l'annonce de Méline Nocandi, j'ai râlé pour l'annonce de Bruna De Paola, et c'était encore plus tard. Donc là, je râle aussi pour l'annonce de Louise Burgard. Alors, qu'on se trompe pas, j'ai aucun doute sur l'implication de Louise Burgard. Quand on a vu l'implication de Méline Nocandi, l'implication de Bruna De Paola sur la suite de la saison, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Sportivement, dans la tête, elle va être au rendez-vous et elle n'aura pas du tout la tête à Odense. Mais je trouve que nous, les observateurs de handball, les supporters, les dirigeants, on a autre chose à penser actuellement. Enfin, excusez-moi, on est en train de faire un petit bilan parce qu'il y a eu, je sais pas, 10-15% de la Ligue des Champions qui s'est jouée. Il y a eu que quelques matchs de championnat de France qui ont eu lieu. On a le temps de pleurer, Louise Burgard. Mais avant de pleurer, moi j'ai envie de profiter. J'ai pas envie de me dire qu'elle va partir. J'ai envie de rêver encore. J'ai envie d'avoir l'illusion. Alors je suis pas naïf. Je sais que les tractations, elles ont lieu bien plus tôt dans la saison. Et que les joueuses, ça fait partie du jeu, que les agents, et il faut qu'elles, soit elles prolongent, soit elles trouvent un club pour l'année d'après. C'est normal, les tractations, elles doivent exister. Mais je trouve qu'il devrait y avoir une fenêtre, par exemple comme au football, pour tout ce qui est officialisation et annonce. Parce que moi, je trouve que ça pollue l'actualité du handball. Ça n'a rien de dramatique, puisque les joueuses sportivement, elles font le taf. Mais bon, et ça exerce aussi une pression directement sur la direction sportive de Metz Handball, qui est, bon ben voilà, comment on va remplacer Louise Burgard l'année prochaine ? Mais c'est pas le moment de se poser la question pour l'observateur de handball. Le travail, il va être fait en coulisses. Et là, tu exerces une pression parce que dès qu'on va avoir Thierry Weissman sur un plateau, on va lui dire, ah bah alors,
On est au mois d'octobre, là, c'est pas un peu trop tard pour trouver une remplaçante pour Louis Burgard? Non mais attendez... Tu caricatures un tout petit peu quand même. Bah non mais c'est un peu ça. Non, mais, et bientôt, on est en train de... Chaque année, on perd un mois. Donc l'année prochaine, c'est en mois d'août, juillet. Bientôt, tu vas devoir nous faire un plan de carrière sur 3 saisons dans quel club tu évolueras, parce qu'on aura besoin de savoir. Non, on n'a pas besoin de savoir. On a besoin de rêver, on a besoin de passer au prochain match, on a besoin de savoir si Metz Handball va se venger contre Icast, on a besoin de savoir si Brest et Metz vont être de gros rivaux cette saison. Moi, j'ai pas envie de pleurer Louis Burgard maintenant. Donc je reste dans le déni, pour l'instant, je sais pas. En tout cas, ça fait simplement 11 matchs, effectivement, que la saison a commencé, même 10 quand Louise Winter-Burgard l'a annoncé. C'était après la victoire au complexe Saint-Symphorien contre Dijon. Je présume que tu t'en souviens très bien, puisque c'était il n'y a pas si longtemps. Comment ça s'est passé? Est-ce que tout le monde était content pour elle? Est-ce qu'il y a eu quelques pleurs? Est-ce que tu peux nous donner quelques secrets de vestiaire, entre guillemets? On fêtait la victoire et tout ça. Et puis après, elle nous dit qu'elle a quelque chose à nous annoncer. On écoute, du coup, elle nous annonce son transfert et on était étonnés et contentes pour elle parce que c'est tôt déjà. Mais on sait que ça lui fait plaisir de nous l'annoncer, que ça lui tenait à cœur et que on sait qu'elle sera heureuse et qu'elle va profiter avec nous la saison, qu'elle va tout donner avec nous. Alors c'est vrai que Louis, c'est entre guillemets encore une fois un monstre de professionnalisme. Est-ce que justement c'est un modèle, un exemple dans ce domaine-là, Louise Winter-Burgard? Sur quoi? Sur le côté professionnel qui s'entraîne toujours à 200%. Oui, elle fait tout à 200%, même le plus petit truc tout facile, elle va le faire à fond. Et c'est super, elle donne de la positivité, elle motive tout le monde et c'est super pour l'équipe. Revenons à notre débat, mon cher Mathieu, toi qui as une vision sur beaucoup de sports, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Est-ce qu'il faut rester comme ça? Ça se fait aussi dans d'autres clubs, je pense au rugby, il n'y a pas vraiment de période de mercato, ou alors est-ce qu'il faudrait imposer, vraiment comme l'a dit Rémi, voilà, du 1er au 30 janvier, c'est la période où on peut annoncer les transferts. Certains te diront peut-être que ça fait le charme du handball et que c'est comme ça depuis longtemps et pourquoi après tout changer les bonnes vieilles traditions. Moi je pense que ça fait partie peut-être de la professionnalisation de ce sport que de trouver une solution pour ces périodes de transfert, parce que on va continuer d'aller de plus en plus tôt comme l'a dit Rémi, et je pense pas que ce soit une très bonne chose quand je vois que Győr a déjà recruté à minima 3 joueuses, que Brest vient d'annoncer aussi une recrue, qu'il y a déjà des... Anna Gross qui repart à Crime. Voilà, il y a des annonces un petit peu de tous les côtés, c'est extrêmement tôt. Alors après, est-ce que c'est aussi boosté par le fait que ce soit une année avec un championnat du monde et les Jeux Olympiques à la fin? Peut-être que certaines joueuses essayent de se positionner de la meilleure des manières pour enchaîner après ces échéances-là. Est-ce que c'est le moment de tourner une page pour certaines? Je ne sais pas, mais je pense vraiment qu'il va falloir trouver une solution pour encadrer tout cela. Effectivement, il y a plusieurs sports qui ont des fonctionnements différents. Au basket, en NBA par exemple, c'est tout à fait autre chose puisqu'on peut faire des transferts en cours de saison et il y a une date limite qui est posée. Par contre, il y a un élément qui est intéressant, c'est la notion de tampering, où il est interdit aux équipes de rentrer même en contact avec les joueuses ou les joueurs et leurs agents pendant toute une période, de manière à ne pas fausser les championnats et à faire en sorte que les joueurs restent concentrés sur ce qui se passe. Et je pense qu'on va finir par toucher un petit peu à ces choses-là, parce que parfois ce sont des joueuses qui sont ultra professionnelles, qui vont aller à 100% jusqu'au bout, et parfois il y en a peut-être qui vont commencer un petit peu à papillonner, à s'imaginer où est-ce qu'elles vont aller, est-ce qu'elles vont aller dans tel endroit ou tel endroit, etc. Et ça peut fausser un petit peu les championnats. Et puis il y a peut-être aussi des équipes qui vont en profiter pour faire des pressions, c'est-à-dire aller titiller du bout du doigt certaines joueuses pour essayer de les déconcentrer sur leur saison en disant attends, regarde ce qu'on t'offre, c'est quand même pas mal. Ça peut perturber des schémas, et même inconsciemment. On a déjà vu, je me souviens de la venue de Bruna de Paula avec Nantes quand elle est venue aux arènes. Bruna, avec tout le talent qu'on peut lui prêter, elle avait surjoué ce jour-là parce qu'elle savait qu'elle venait à Metz la saison d'après, et elle avait voulu montrer toute l'étendue de son talent, et malheureusement ça avait porté peut-être un peu préjudice à Nantes à cette occasion-là. Donc ça peut fausser pas mal de choses. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encadrer. Rémi, juste pour terminer sur ce sujet, sur le départ quand même de Louise Winter-Burgard après 5 saisons. Alors on a eu ce débat la semaine prochaine. Est-ce qu'elle a marqué l'histoire du club pour toi? Est-ce qu'on peut parler de légende du club de Thierry Weisman? Quel est ton avis là-dessus? Oui, clairement, elle a marqué l'histoire de ce club-là parce qu'elle
elle l'a accompagné dans sa progression la plus remarquable dans l'histoire du club. La semaine dernière, évidemment, j'ai dit la semaine prochaine. La semaine dernière, oui. Le club n'a jamais été aussi haut sportivement que lorsque Winterburgard a été une des joueuses importantes de cette équipe-là. Donc oui, c'est forcément une joueuse marquante, alors par son talent et par sa personnalité aussi, parce que c'est une joueuse attachante, c'est une joueuse qui a un vrai leadership, une grosse intelligence, un énorme charisme. Voilà, c'est une joueuse qui a charmé absolument tout le monde dans ce club de Metz Handball. Et le terme de légende, oui, je lui donne, même si l'histoire du club est longue. Et ne surtout pas tomber... moi, j'aime pas quand on est dans la politique de l'instant et qu'on n'a pas de recul sur l'épaisseur de l'histoire de Metz Handball, qui n'a pas toujours été aussi haut, qui n'a jamais été aussi haut, pardon, sur le plan européen, mais qui a eu des périodes avec certaines joueuses qui n'ont peut-être pas le palmarès de Louise Burgard, mais qui ont marqué l'histoire du club pour d'autres raisons que Louise Burgard, Winterburgard, pardon. Il faut dire le nom complet. Mais voilà, c'est une magnifique histoire, une joueuse qui a persécuté Metz Handball parce que la seule finale de Coupe d'Europe de Metz, elle était parmi les tortionnaires du club, et puis elle est devenue voilà, une des leaders d'une équipe qui peut-être cette année gagnera la Ligue des Champions, et j'ai pas envie de faire sa nécrologie maintenant parce qu'il reste des mois de compétition, et j'espère qu'elle ira chercher encore plusieurs titres et pas seulement des titres nationaux avec ce club. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui a marqué le club. En tout cas, elle peut réaliser pour la 3e saison de suite le doublé championnat Coupe Ça de suffit France. pas, on veut autre chose. Et elle fait partie de l'équipe qui, pour l'instant, a réalisé le meilleur parcours en Ligue des Champions. En tout cas, Zali, il nous reste encore quelques minutes, le temps de la conférence de presse. Alors si je ne me trompe pas, tu es marseillaise de naissance, tu es passée à l'ACH, à Angoulême, pendant de très longues années. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette période? Et à quel moment, surtout, tu t'es dit « Je suis pas mal au niveau du handball, j'ai envie d'en faire mon métier ». Angoulême, c'était super. C'est là où j'ai appris, que j'ai évolué, que je me suis battue pour... jouer avec les grandes, et puis c'était incroyable, mais je me suis jamais dit faut que je signe pro, que j'aille dans ce club. Pour moi, il fallait juste que je travaille, et les solutions, elles allaient venir, les propositions, les solutions, elles allaient venir à moi. Il fallait juste que je lâche pas mon travail. Justement, tu n'as pas lâché et tu es donc venu au centre de formation de Metz Handball. Comment ça s'est passé, justement? Est-ce que c'est Metz Handball qui est venu te chercher? Oui, ils sont venus me chercher pendant la compétition Interpol. Et je ne pouvais pas venir un an en avance parce qu'il fallait que j'aille à l'école. Et que du coup, ça allait être compliqué si je changeais de lycée, sachant que ça allait être mon année de bac. Il fallait que je me concentre sur l'école. Comme ça, quand je vais à Metz, que je me concentre 100% sur le centre, sur le handball, apprendre et atteindre mes objectifs. Rémi, une question. Sur cette détection par Metz Handball, Metz Handball arrive quand même, année après année, à sélectionner les meilleures joueuses françaises, donc celles qui jouent comme toi dans les équipes de France jeunes. Pourquoi les joueuses comme toi choisissent forcément le Metz Handball? J'imagine que tu as eu d'autres propositions, d'autres centres de formation. Et pourquoi on dit oui à Metz Handball? Pour le cadre, pour la formation, pour les valeurs aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je savais que j'avais besoin d'être formée, sortir de ma zone de confort et évoluer au plus grand niveau. Parce que je pose cette question parce que peut-être qu'on se dit qu'à Metz Handball, ce sera plus difficile d'aller jouer avec l'équipe professionnelle où il y a des joueuses qui jouent dans les sélections nationales, alors que peut-être que dans un autre centre de formation, tu joueras plus rapidement avec les professionnels. Ouais, moi, j'étais pas forcément pressée. Il fallait que je fasse mes preuves, que je prouve que je pouvais monter à des moments que je pouvais être utile et que je sois content de moi. Et je pense que j'ai réussi à... Oui, clairement. Clairement, ça se passe bien. J'ai réussi à montrer ce que je valais. J'étais pas pressée. Et puis,
c'est venu à moi, comme j'ai dit tout à l'heure, et je suis très contente. Je le disais tout à l'heure, ça fait 11 matchs depuis le début de la saison. Quel premier bilan tu fais finalement de ce début de saison à titre personnel? Bilan. Ben, je suis contente. Je suis contente des fois où je suis rentrée sur le terrain. Ça va, j'ai pas trop fait de gaffe, on va dire. Je suis contente qu'il nous fait confiance. Et puis, c'est tout ce que... Parce que c'est vrai que c'est pas si simple quand même pour une jeune joueuse comme toi qui découvre vraiment le monde professionnel. Tu rentres finalement pour quelques minutes pour remplacer Chloé Valentini et tu dois être performante. Ça, tu le sais qu'à chaque fois, voilà, tu vas peut-être pas avoir 60 minutes de jeu, mais quand tu rentres, il faut que tu sois au niveau. Oui. Oui, même si je joue 2 minutes, il faut que je rentabilise les 2 minutes comme elles se doivent. Et c'est ça ce qu'il faut et j'aime bien. Dernière question pour toi, Mathieu. Oui, Rémi l'a un petit peu amorcé. Tu as fréquenté les équipes de France jeunes. Tu as joué l'Euro U19 en 2021, le Mondial U20 en 2022, notamment avec Sarah Bouktit, pour contextualiser un tout petit peu. Qu'est-ce que tu en retiens de ce passage sous le maillot bleu et de ces compétitions que tu as jouées avec l'équipe de France? Que c'était incroyable, que c'est une expérience à faire, que même si il y a des échecs, des hauts et des bas, faut pas lâcher, et que le maillot bleu, faut toujours être fier de le porter, c'est incroyable. Merci beaucoup en tout cas Zali d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous deux. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.